Bien, ben merci beaucoup d'être là les uns et les autres pour écouter Anne Besson et Aliénor Vauté, qui sont toutes deux spécialistes de la fabrique des mondes, en fait, ce qui est le sujet de la thèse que rédige Aliénor Vauté, qui est assistante et doctorante en littérature française à l'Université de Lausanne en Suisse, puisque sa thèse s'appelle La fabrique des mondes, pratique démiurgique en littérature de fantaisie française, donc au XXIe siècle. Et elle est sous la codirection de Dominique Kuhns-Westerhoff et d'Anne Besson, qui est elle-même, là on la présente à peine, professeure de littérature comparée à l'Université d'Artois, et elle dirige le laboratoire Texte et Culture, et elle est spécialiste, vous le savez, de la construction des mondes alternatifs. Elle a une vingtaine d'ouvrages dirigés. Et puis, je vais citer simplement le dernier pour tes ouvrages, Anne, qui est Les pouvoirs de l'enchantement, usage politique de la science-fiction et de la fantasy, qui est de 2021. Et puis, elle préside l'association Modernité médiévale, domaine dans lequel elle a publié notamment le dictionnaire de la fantasy en 2018 et le dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire en 2022, qui est le tout dernier. Voilà. Donc, intervention à deux voix. Vous nous dites comment vous voulez procéder. Vous pouvez partager votre écran. On est très heureux de vous entendre toutes les Oui, deux. c'est moi qui commence. Et alors, bon, je m'excuse d'avance. Et comme l'indique peut-être le diaporama, souvent les interventions à deux voix, c'est long. Donc, j'espère qu'on ne va pas en avoir trop pour 2 heures. Je compte sur toi, Lénore. Donc, l'idée de cette communication à deux voix, elle a vraiment été pensée pour réunir donc, les travaux d'Aliénor Vautet sur le world building en fantaisie romanesque d'expression française et mes propres travaux sur les mondes expansifs. Avec un point de départ qui est le constat de la sidérante explosion de l'offre de séries télévisées de fantasy ces dernières années, avec le parti pris en fait d'en pointer les limites, qui sont celles de l'adaptabilité des œuvres de fantasy littéraires ou du potentiel transmédiagénique du genre fantasy. Alors, le succès phénoménal des 8 saisons de Game of Thrones sur HBO à partir de 2011 et son écho à travers le succès aussi de The Witcher, dont le mode de diffusion est très différent, puisque c'est sur Netflix en 2 saisons de 8 épisodes, plus déjà 2 spin-offs, un film d'animation et un prequel. Donc, ces succès ont imposé sur les chaînes de télévision et les plateformes numériques un genre de fantasy héroïque, épique ou médiévaliste, qui a longtemps été absent des écrans. Sans doute parce que ces particularités, très prisées dans le domaine du jeu, constituaient plutôt des obstacles à l'adaptation pour petits écrans. La démesure des espaces, la schématisation des personnages en classes et peuples, l'enchaînement des épreuves en quête à Non. rallonge. Le genre pâtissait plus largement du manque de moyens financiers et donc techniques pour traduire visuellement l'imaginaire merveilleux. Le contraste est saisissant entre les rares exemples produits dans la deuxième moitié des années 90 et bénéficiant aujourd'hui d'un statut culte, comme Xena la guerrière ou bien sûr du côté de l'urban fantasy Buffy contre les vampires, ma préférée. Et puis ça s'arrête à peu près là, donc ça s'arrête au milieu des années 2000, versus l'explosion de titres apparus dans la deuxième moitié des années 2010. Donc, je ne vais évidemment pas tous les citer, mais je me suis quand même embêtée à faire ces slides. Donc, en vrac et parmi d'autres, j'en ai ici listé 23 sur 2 slides, avec une accélération notable à partir de 2018. On a quelques exemples en 2015-2016, et puis après, ça s'accélère. Ensuite, ça ne s'arrête plus, et le mouvement a encore pris de l'ampleur depuis le printemps 2022 avec l'enchaînement des diffusions de La Roue du Temps, d'après un cycle romanesque fameux de Robert Jordan. Cet été, automne, il y a eu The Sandman, nouvelle adaptation d'une œuvre de l'écrivain Neil Gaiman d'après son comics. La série très attendue d'Amazon Prime dans l'univers de J.R.R. Tolkien, bien sûr, Rings of Power. Le premier des prequels annoncés de Game of Thrones of the Dragon. Et puis cet hiver, on a encore eu Wednesday, Willow.
Alors, une telle croissance doit bien sûr se penser dans un contexte industriel, qui est celui de la peak TV. TV peak, de la fragmentation des audiences et de la concurrence exacerbée qui se joue actuellement entre les plateformes de VOD. Mais toujours est-il que la convergence inédite entre le genre de la fantasy et le format de la série télévisée constitue une nouveauté et une des dynamiques majeures actuellement à l'œuvre dans l'industrie culturelle, toujours friande de telles tendances. Tout se passe comme si tout le monde avait vu la lumière en même temps. Euh, on se demande où aller chercher les contenus sériels nécessaires pour maintenir le rythme hyper soutenu des nouvelles sorties, que toute plateforme se doit d'alimenter pour rester pourvoyeuse de clics et génératrice d'abonnements. Eh bien, on va aller les chercher dans les univers de fantasy, genre majeur depuis le tournant du siècle, et si possible dans des univers qui ont fait leurs preuves. On note en effet, à l'exception peut-être des séries d'animation qui sont moins systématiquement concernées, c'est pas sans intérêt, mais bon, c'est pas mon sujet, une très grande majorité d'adaptations intermédiatiques. Alors avant tout, des cycles romanesques. Ici sur le PowerPoint, donc La Roue du Temps, Shadows and Bone, enfin le Grishaverse de Leigh Bardugo, un autre Neil Gaiman. En assez bon nombre également des séries de BD, de comics, Cursed, Sandman, Sabrina, Sweet Tooth. Mais toutes les options semblent en fait représenter du jeu vidéo vers la série télévisée avec Arcane, du film vers la série télévisée avec Willow, de la série animée vers son reboot en prise de vue réelle avec Winx, et puis des options d'adaptation transmédiatique, avec par exemple The Witcher, qui adapte une série de jeux vidéo qui adaptait une série de romans, et en fait la série adapte les deux, adapte l'ensemble, ou bien des options transfictionnelles, comme c'est le cas avec Rings of Power, qui s'appuie sur des éléments du monde secondaire de Tolkien, mais produit une histoire très largement inédite. Alors, tous ces projets s'appuient sur un ressort bien identifié et déjà surexploité, celui de la nostalgie d'un large public geek pour les productions culturelles de sa propre jeunesse, ou celles qui ont fait l'objet d'une transmission transgénérationnelle, qui sont aujourd'hui montrées par des parents quadra ou quinquagénaires à leurs enfants, aujourd'hui adolescents ou jeunes adultes. Le grand exemple, c'est le comeback très notable des jeux de rôle Donjons et Dragons et aussi des jeux de figurines Warhammer qui en bénéficient indirectement, qui est parallèle au succès de la série Stranger Things, qui les met au cœur d'une diégèse se déroulant dans les années 80. Donc on a vraiment voilà, la matérialisation narrative de cet effet de transmission. Et les différents exemples de séries que j'ai cités, en fait, poursuivent la même promesse, donc celle d'une franchisation possible des œuvres relevant de la fantaisie, parce qu'on postule qu'elles sont dotées de cette charge affective. Et effectivement, Willow ou La Roue du Temps, voilà, c'est des exemples qui remontent aussi à ces années 80-90, et que cette franchisation, en outre, serait intrinsèquement permise par leur développement d'univers, leur pratique d'un world building élaboré. Et en effet, les univers de fantaisie épique développés au départ sous forme écrite et souvent illustrés, dans des romans, des cycles romanesques et à partir des années 70 dans des manuels de jeux de rôle, se caractérisent par la présence de cartes, d'annexes généalogiques ou historiques, par tout un développement pseudo-documentaire qui vient très largement dans les exemples les plus aboutis, pas seulement redoubler, mais étoffer réellement la matière narrative. C'est le tournant diégétique qui avait été diagnostiqué par Olivier Caïra dans la revue Fiction qu'on avait co-dirigée avec Richard en 2014. Donc, ça, la fantaisie, les univers de fantaisie donnent comme ça accès à un ensemble de connaissances sur le monde qu'on appelle aujourd'hui communément le lore. Donc au départ un terme de gaming pour l'essentiel, de monde de jeu, la tradition spécifique à tel ou tel monde. Ces développements livresques, qu'ils ont en quelque sorte, donc en fantasy, ils ont en quelque sorte anticipé, et on peut supposer qu'ils ont pour une bonne part modélisé ce qu'on trouve actuellement ensuite sous la forme de wiki en ligne, et ils sont vraiment pain béni pour les besoins, il semble en tout cas, du transmedia storytelling, tel que Henry Jenkins
l'a théorisé au début des années 2000, hein, dans son fameux article Searching for the Origami Unicorn, ou encore Geoffrey Long, un peu plus tard, hein, qui est aussi un praticien et qui adapte, hein, ces théories du transmédia sous l'angle essentiellement du jeu. Hein, il lie la construction des mondes comme un potentiel de jeu, ce qui rejoint ce que je proposais également, hein, dans mon livre Constellation de 2015. La transmédiagénie de Philippe Marion, hein, que nous reprenons aujourd'hui, est une autre expression précoce, hein, de cette idée que voilà, il y aurait dans la fantaisie une espèce de résumé, hein, de ces potentiels qui nous intéressent depuis le tournant du XXe siècle. Potentiels, hein, tels que un récit médiagénique. Si un récit médiagénique est un récit pensé pour un média spécifique, un récit transmédiagénique est au contraire un récit pensé pour être diffusé sur une multitude de médias, capable de s'épanouir dans différents contextes, imaginé pour se propager harmonieusement sur différents supports. Et justement, a priori, les univers de fantasy possèdent, hein, la profondeur temporelle propice aux prequels, l'ampleur géographique qui autorise l'exploration de contrées reculées ou de zones encore blanches. Ils sont très densément peuplés, fournissant un répertoire de personnages, souvent sous forme de listes classées où on va aller piocher les prochains héros, et puis un cadre générique familier articulé à un horizon d'attente sur lequel chaque nouvel auteur peut jouer pour le confirmer ou le subvertir. Donc, je viens d'expliquer pourquoi ça semble a priori une bonne idée de reprendre des cycles romanesques de fantasy pour en tirer, par exemple, des séries télévisées promises au succès. Et pourtant, nous voudrions montrer pourquoi ça va en réalité pas tout à fait de soi et poser l'hypothèse d'un world building en grande partie médiagénique, ce qui revient à rappeler, parce qu'elle semble avoir été assez largement négligée dans les innombrables projets d'adaptation en cours, hein, que je vous ai montrés, la disjonction au moins partielle entre les deux opérations consistant à raconter une histoire d'une part, à construire un monde de l'autre, et surtout l'agencement complexe, hein, qu'elle suppose pour fonctionner de pair. Donc, je laisse ici la parole à Aliénor pour développer ces aspects sur l'exemple des univers de fantasy romanesque. Et moi, je conclurai par une proposition d'élargissement tout à l'heure. Merci Anne. Alors, dans la lignée de ce que Anne vient de mettre en lumière, ma part du travail, elle va consister à démontrer qu'un univers de fantasy n'est pas qu'une collection de données encyclopédiques qu'il s'agirait de reproduire. Donc, par exemple, une liste de lieux, de plantes, un bestiaire, une architecture, etc. Mais j'aimerais montrer que ce world building relève aussi du traitement et de l'exécution même de ces données, ainsi que d'un certain nombre de décisions démiurgiques qui tiennent d'un niveau de world building qui est beaucoup moins évident que celui des infrastructures de base, mais qui est en fait tout aussi structurant. Et donc, le but sera en somme de montrer que le world building est une activité complexe qui dépasse le simple geste encyclopédique et qui doit être abordée pour comprendre d'où peut découler l'échec de certaines adaptations d'univers, en tant qu'elle est fortement médiagénique, c'est-à-dire fortement orientée par les potentialités du médium pour lequel elle est d'abord pensée. Alors, pour étayer cette hypothèse, je vais présenter en version condensée ce qui constitue l'essence de mon travail de thèse, c'est-à-dire l'examen de l'activité démiurgique de fantaisie dans le cadre spécifique du médium littéraire. Il s'agira d'examiner en quoi la médiativité de la littérature, pour reprendre un autre terme de Philippe Marion, c'est-à-dire l'ensemble de ses possibilités expressives, oriente et participe directement de la construction d'univers de fantaisie, alors même que leurs données encyclopédiques ont parfois été décidées en amont de la mise en récit. Je commencerai par examiner comment l'information encyclopédique est agencée dans les textes, selon quels ressorts et quelles exigences en termes de narration, d'intrigue, de matérialité, avant de m'intéresser à son traitement plus large sur un plan esthétique et poétique. J'enchaînerai alors sur le constat que ce sont des facteurs multiples qui sont souvent étroitement emboîtés les uns dans les autres et dont certains sont fortement orientés par la médiativité qui entrent en compte dans la construction d'un monde secondaire et contribuent à en faire une entité complexe et de fait pas toujours sujette à une reprise transmédiatique aisée.
Alors, je m'appuierai principalement sur les auteurs de mon corpus de thèse, donc 3 Français qui sont Jean-Philippe Jaworski, Christelle Dabos et Lionel Davoust. Je vous ai mis en dessous de leur nom, le nom en fait de leur univers respectif, qui développent tous dans soit des cycles de romans, avec parfois des nouvelles, une novella qui gravitent autour. Et puis, Stéphane Plateau, donc, qui est belge et qui a développé ce monde de l'héritage. Et donc, tous les 4 ont construit des mondes qui sont mono-octoriaux, puisqu'ils sont seuls à les avoir inventés et à en parler, et aussi, pour l'essentiel, monomédiatiques. Et à noter aussi que Jaworski et Plateau ont d'abord développé leur monde dans le cadre d'un jeu de rôle, avant de les mettre en scène dans des romans, mais on connaît leur univers seulement à travers les romans, parce que les jeux de rôle ne sont pas rendus publics. Je crois qu'il y a 1 ou 2 pages du jeu de rôle de Jaworski qui est en ligne, qui peut être trouvé si on sait un peu où chercher, mais sinon ils sont pas publiés. Et puis, Gagner la guerre, donc, qui est le gros roman de Jaworski, qui fait à peu près 1 millier de pages. Il a aussi été adapté en BD il y a quelques années. Et puis, Dabos a annoncé tout récemment, dans un livre qu'elle vient de sortir sur l'écriture, que La Passe Miroir devrait aussi être adapté en BD prochainement. Donc voilà, pour l'instant, c'est à peu près tout ce qui se passe en termes de transmédialité pour ces 4 univers. Alors, Anne a déjà démontré dans un article que le livre étant matériellement parlant un espace clos, déterminé par un nombre de pages, un poids, une taille, une mise en page, etc., il nécessite de faire des choix sur ce qui sera montré, ou à tout le moins ce qui sera évoqué, du monde fictionnel qu'il met en scène. Alors, les longs cycles servent bien sûr à contrer cette clôture du livre en multipliant les tomes et donc les possibilités d'explorer le monde, mais le médium littéraire présente malgré tout certaines limites qui ne concernent pas le cinéma, par exemple. On peut montrer en un seul plan une foule de détails qu'il faudrait plusieurs pages en fait, pour décrire dans un roman. Donc, on n'a pas les mêmes possibilités d'expression. Et puis, dans le cadre d'un roman qui diffère d'autres types de livres, comme par exemple un manuel de jeu de rôle, la sélection des données encyclopédiques sera guidée en partie par des exigences narratives. Il faut au minimum que le lecteur ait à sa disposition les informations nécessaires à la bonne compréhension de l'histoire qui lui a racontée dans ce monde qui est en fait un monde inconnu. D'autres informations non fondamentales pour l'intrigue peuvent bien sûr être fournies par ailleurs. Les œuvres mondes se définissent, comme on le sait, par leur propension à déjouer l'utilitaire purement narratif, y compris dans le cadre de leur paratexte. Je vous ai mis ici quelques exemples qui sont, somme toute, assez classiques d'éléments d'univers qu'on trouve dans les paratextes donc, de mes auteurs. Avec, par exemple, chez Plateau, ce dessin d'une gabarre, puisque son texte se passe sur un fleuve qu'on remonte en gabarre. Je vous ai mis chez Dabos, il y a cette généalogie qui est nouvelle à nous retrouver dans les personnages. Chez Davoust, il y a une chronologie avec les grands événements de l'histoire de son univers. Donc des paratextes qui sont assez classiques, des annexes. Et comme le souci des œuvres mondes est non seulement de raconter des histoires compréhensibles, mais également de donner consistance à des mondes imaginaires, le choix des données cosmogoniques que livrera un roman dépendra aussi de cette volonté de densification et de matérialisation du monde. Alors, dans l'absolu, une part importante de l'information fournie dépend du point de vue adopté par le récit et du régime de focalisation au sens genetien qui en découle. Beaucoup de récits de fantaisie française fonctionnent en focalisation interne, les informations fournies par la narration sur le monde correspondant au niveau de connaissance du personnage qu'on suit. On évite comme ça les segments trop didactiques qui risqueraient de mettre en péril l'immersion. Il est dès lors courant qu'on suive plusieurs personnages. Là, je vous ai mis comme exemple de nouveau Davoust, Les Dieux sauvages, qui est son cycle. On en est à 4 romans, il y en a 5, sauf erreur, qui vont sortir en tout, ou peut-être 6. Et puis, chaque chapitre ici nous indique en italique quel est le personnage en fait, qu'on suit. Parfois, ça change au cours de chapitres, et donc on va toujours découvrir le monde à travers les yeux d'un personnage, et donc à travers ses propres connaissances. Et puis, il est aussi fréquent qu'en parallèle de grands cycles ou de gros romans, un auteur publie des nouvelles ou des novellas
qui permettent alors, sur un temps plus court, de suivre de nouveaux personnages et potentiellement de zoomer à travers eux de manière synchronique ou diachronique sur de nouvelles zones du monde imaginaire. Ici, vous avez les nouvelles, donc 2 recueils de nouvelles de Jaworski, une novella, un recueil de nouvelles de Davoust, et puis il a aussi publié un roman qu'on pourrait dire stand-alone, en quelque sorte, et puis un recueil de nouvelles aussi, enfin, une novella plutôt de Platon. Alors, si la sélection des données cosmogoniques elle est déterminante dans la construction du monde via sa mise en récit, la manière dont elles sont gérées et agencées l'est tout autant, comme le souligne Mark Wolf dans la citation que j'ai mise ici. Puisque le livre est par définition un support où le signe s'ordonne de manière linéaire, non simultanée, l'information se trouve nécessairement éparpillée, fragmentée, et elle appelle, comme l'ont montré plusieurs chercheurs, un travail de reconstitution du monde par le lecteur via la ressaisie progressive des données encodées dans le texte. Le lecteur peut être plus ou moins guidé, aidé dans ce travail, par exemple par des indicateurs visuels qui permettent d'isoler ou d'attirer l'attention sur les données cosmogoniques, et en particulier sur les mots fiction avec lesquels il faudra se familiariser. Je vous ai mis ici un extrait à gauche de Stéphane Plateau. J'ai souligné en couleur en fait, pour vous montrer qu'il y a quelque chose d'assez curieux qui se passe dans son texte. Pour être honnête, je ne sais pas si c'est un choix de sa part ou si c'est un choix de l'éditeur, mais il y a certains éléments dans le texte qui vont être indiqués en italique, qui sont du coup des éléments de world building, alors que, donc c'est là ce que je vous ai mis en rose, alors que d'autres éléments ne vont pas être mis en italique, alors qu'il s'agit en fait au même titre sur un même plan d'éléments de world building. Et puis ça change aussi, on a certains mots qui sont en italique au début, plus au bout d'un moment, après ils reviennent en italique. Donc on a un petit peu un système un peu curieux qui s'instaure, mais en tout cas, il semblerait que l'idée, ce soit d'indiquer au lecteur à quel moment est-ce qu'on est en train de lui fournir des informations qu'il va devoir intégrer, parce que ce sont des informations xéno-encyclopédiques. Et puis à droite, je vous ai mis un extrait de Davoust, de La route de la conquête, donc avec son recueil de nouvelles. Et avant chaque nouvelle, il y a un extrait d'une chronique, probablement, qui est intradiégétique à ce monde, et qui est de nouveau un ressort assez courant dans la fantasy. On va avoir un extrait de chronique qui va nous donner des informations sur le monde, et puis qu'on va pouvoir insérer assez facilement dans la narration. Alors pour autant, l'information n'est pas éparpillée de manière uniforme. Quantitativement, elle tend à se concentrer en début de tome, avec une tendance à des équipes chargées en world building, dans le but de familiariser sans attendre le lecteur avec les infrastructures du monde secondaire. Sa géographie, son niveau technologique, sa faune, sa flore, etc. Et à partir de là, c'est tout un jeu d'égrenage des données encyclopédiques qui se met en mouvement, destiné à la fois à faire découvrir le monde et à lui donner consistance. Ce jeu fonctionne fortement sur un principe de répétition et donc d'auto-référentialité. Alors, j'ai pu constater que des récits de mon corpus tournent à partir d'un nombre relativement restreint de données encyclopédiques, alors même que les auteurs possèdent pour certains des notes personnelles extensives sur les infrastructures de leur monde. Dans La Passe Miroir, par exemple, donc de Christelle Dabos, elle a construit tout un monde avec des arches. Et on apprend dans un des tomes qu'il y a 21 arches en tout, donc ce sont des espèces de bouts de monde flottants éparpillés dans l'univers. Et donc on apprend à un moment qu'il y en a 21, et pourtant sur les 4 cycles, les 4 tomes de son cycle, elle en nomme réellement ou elle en évoque réellement seulement 5 ou 6. Et donc, on a toute une partie en fait, de ces données qui ne sont jamais vraiment explorées. Jaworski aussi, on pourrait en parler, lui, il développe davantage de données encyclopédiques, en partie parce qu'il a plus de matière en termes de nombre de livres, mais on constate quand même que c'est un petit groupe de lieux et même de personnages qui revient le plus régulièrement et qui nous reste en tête. Alors, ce constat interroge le fonctionnement même du world building et sa poursuite d'une consistance interne de la réalité. Je prends cette expression à Tolkien, qui est bien connue. La question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que la consistance découle d'un foisonnement de détails
reflétant la facture de notre propre monde primaire, ou au contraire de la répétition d'un petit groupe d'éléments qui deviennent progressivement familiers, l'autonomisation du monde se jouant alors dans des phénomènes de répétition et d'autoréférentialité. Même s'il y a aussi beaucoup de cycles de fantaisie qui accumulent les données cosmogoniques, il semblerait en tout cas qu'il soit possible d'obtenir des mondes qui émulent consistance et densité à partir d'indices encyclopédiques relativement restreints. On regarde la vastitude suggérée de ces univers. On nous dit que ces univers sont très vastes, mais on a finalement dans le texte un nombre de données encyclopédiques qui est assez petit. Et j'ai pensé à ça en relisant d'ailleurs l'autre jour, l'année passée à Noël, j'ai relu les Harry Potter. C'était la première fois que je les relisais depuis mon enfance. Et j'étais vraiment frappée en relisant les livres, en fait, de constater qu'il y a assez peu de données encyclopédiques, justement. On a beaucoup de choses qui reviennent, mais on n'a finalement pas tant d'informations que ça sur cet univers qui se trouve dans les livres. Et j'étais vraiment frappée de ça, en fait. Ça collait plus du tout avec la richesse en fait de la représentation que je m'étais faite à l'époque où j'avais lu les livres. Et donc, on peut se demander si effectivement peu d'informations nous permettent finalement déjà de nous imaginer des mondes extrêmement riches. Alors, cette capacité à construire un monde à partir d'un ensemble de données cosmogoniques relativement restreint constitue une particularité du world building littéraire. Dans son article « Jeu de rôle, une création de monde à 3 niveaux », Olivier Caïra, qui nous a parlé des cartes l'autre jour, Olivier Caïra souligne ici l'importance que revêtent les données encyclopédiques dans le médium du jeu de rôle. Il est en effet impératif pour le bon déroulement d'une partie que tous les joueurs autour de la table aient une vision la plus harmonieuse possible du monde dans lequel ils s'apprêtent à jouer. Les besoins et désirs des joueurs en matière d'action nécessitent en outre de connaître des détails parfois triviaux, comme le coût exact d'une arme ou d'une miche de pain qu'ils voudraient acheter. La littérature, elle n'est pas aussi exigeante en matière de détails. C'est grâce à Marie-Laure Ryan que le world building fonctionne sur un principe d'écart minimal, tout ce qui n'est pas précisé par le texte pouvant être inféré par le lecteur à partir des données de notre propre monde ou d'autres mondes fictionnels. Et grâce à Mark Wolf, qu'il n'est pas besoin de décrire un monde dans son entier pour donner l'illusion de sa complétude. Et ça, c'est encore plus vrai du médium littéraire, qui par rapport aux médias iconiques, cède une plus grande place à l'imagination lectoriale pour combler les blancs de ses représentations. Le world building en littérature peut ainsi se permettre d'avoir recours à un mécanisme inférentiel, c'est-à-dire de suggérer beaucoup en disant peu, laissant la matérialisation du monde s'opérer par voie de déduction. Par exemple, je vous parlais de ces arches tout à l'heure chez Davos. Finalement, on n'en visite que très peu. En fait, il y en a 21 dans le livre. On nous dit qu'il existe 21 arches. Dans le livre, on n'en visite que 3. Mais le fait de savoir que ces autres arches existent, construit déjà, en fait, c'est un monde qui est beaucoup plus vaste qu'on visite de manière effective. Et donc, il apparaît que la matérialisation d'un monde secondaire via un récit romanesque ne doit peut-être pas tant à la quantité, ou du moins à la diversité des informations encyclopédiques que le récit fournit. Ce constat m'amène à présent à postuler que le world building en littérature n'est pas qu'affaire de données, mais qu'il relève aussi et surtout, en vérité, de l'exécution et du traitement même qui sont faits de ces données. Alors, on peut de nouveau tirer un parallèle avec le jeu de rôle. Caïra, toujours, explique que le world building en jeu de rôle se réalise en 3 étapes. Donc, du manuel qui centralise toutes les données encyclopédiques, au scénario développé par le meneur de jeu, par les scénaristes, les personnes qui font ces scénarios, je ne sais pas comment on appelle ça, et puis jusqu'à la partie où les joueurs vont s'approprier la construction déjà opérée et vont en quelque sorte la continuer à leur sauce, broder par-dessus. C'est Olivier Caïra qui utilise ce terme de broder, selon une métaphore apparemment en cours dans le milieu holistique, de telle manière en fait, qu'on n'obtient jamais 2 fois le même monde actualisé. Et les mondes littéraires qui nous occupent s'appuient souvent eux aussi sur une forme de bible encyclopédique rappelant le manuel holistique. C'est ce que Léo Henry, un auteur français, a appelé dans un interview à QSF l'arrière-monde du démiurge. Donc c'est en fait quand les auteurs font état d'une prise de notes foisonnante sur leur univers
qui peut intervenir aussi bien en amont que pendant l'écriture des romans. Mais tout comme dans le jeu de rôle, la construction ne s'arrête pas à cette étape compilative. Elle se poursuit dans l'acte de mise en récit. Et on peut dire que c'est de cette étape de mise en récit, on peut dire que c'est là qu'en fait que le monde s'anime, qu'il quitte le royaume de la pure virtualité pour prendre vie. Il se part d'une coloration particulière, propre à la plume de chaque démiurge. S'intéresser à ces aspects revient finalement à répondre à la question de pourquoi tant d'univers de fantasy se ressemblent dans leur infrastructure de base, qui sont souvent médiévalisantes et en elles-mêmes assez peu innovantes, tout en parvenant pour certains à faire preuve de beaucoup d'originalité, ou d'originalité tout court. Et ce que j'aimerais montrer ici, en somme, c'est que la construction du monde passe aussi dans l'écriture par l'instauration d'une tonalité générale et par des développements stylistiques. Et que c'est souvent là, précisément, que la singularité de tel ou tel monde pourra s'épanouir. Si on prend par exemple les œuvres de Jaworski et Plateau, on s'aperçoit que leurs prémices de départ peuvent sembler proches au premier abord. Alors, au premier abord, parce qu'on a quand même des différences, mais disons que de manière générale, on a deux univers qui sont pseudo-médiévaux, qui comportent des êtres de nature féerique, des duchés, des seigneurs, des paysages préservés, une histoire de guerre civile et de chute d'anciennes civilisations. Et on sait aussi que tous les deux ont d'abord imaginé leur monde dans le cadre d'un jeu de rôle avant de se décider à écrire des romans. Et pourtant, même si on part de cette base qui est finalement assez commune, le traitement romanesque qu'ils font de leur univers est, lui, très différent. Là, je vous ai mis des extraits tirés du recueil de nouvelles de Jaworski qui s'appelle Janua Vera, qui est le premier recueil, enfin le premier texte en fait qu'il a sorti sur son monde, sur son univers du Vieux Royaume. Et dans ce recueil, c'est assez frappant le fait qu'il utilise en fait, donc il explore ce monde, il explore plusieurs zones de ce monde. Chaque nouvelle va explorer une ville ou une région du monde. Et du coup, chaque nouvelle va avoir en fait un ton qui est assez différent. Et ça, c'est dû à des raisons éditoriales de base. C'est qu'il a écrit les nouvelles de manière séparée au départ, en répondant à des appels à texte qui avaient tous leurs contraintes. Donc, il y a des raisons aussi pour lesquelles il y a ces tons différents. Mais voilà, toujours est-il qu'on voit, dans la première nouvelle, ça se passe dans une ville, une cité-État, Cudalia, qui est très Italie Renaissance, et puis on a une écriture qui est très séductive, manipulatrice. Enfin, voilà, ça reflète vraiment ce qui se passe dans cette ville. Au milieu, on a le Service des Dames, qui est une nouvelle qui se passe à Bromael, dans le duché de Bromael, qui rappelle vraiment la Bretagne arthurienne, enfin des légendes arthuriennes. Et là, on va plutôt avoir une tonalité très courtoise, comme ça, très digne. Et puis à droite, Jour de Guigne, qui se passe à Bourpreux, où là, on est vraiment dans une inspiration holistique, type Donjons et Dragons. On a vraiment une écriture très avec beaucoup de gouaille, d'humour. Et on le voit aussi avec les citations qu'il a mises en tête, donc les épitaphes qu'il a mis en tête de chacune des nouvelles, qu'on a déjà une tonalité différente qui est vraiment recherchée. Et puis, si on prend ensuite un extrait de Plateau, que j'ai mis ici, chez Plateau, la tonalité générale, elle rappelle vraiment celle des récits plutôt mythologiques. Et l'histoire nous est contée par un homme qui pratique ce qu'il appelle le vrai dire, qui est un art bardique. Et du coup, tout le récit est vraiment coloré par son langage. Et je vous ai mis cet extrait qui est une description très poétique que Fintan, donc, qui est le barde qui nous conte cette histoire, il fait une description de quand le protagoniste principal de l'histoire, Manèche, quand il est enfant, il rencontre un ermite qui vit dans une grotte. Et puis, il nous décrit cette rencontre. Alors, comme j'ai le temps, je vous lis juste le début parce que c'est un extrait qui est très poétique. Depuis la grotte, on entendait toujours couler le fleuve. L'ermite ne l'avait pas vu de ses propres yeux depuis plus de 13 ans. Mais il savait par cœur comment l'imaginer, rien qu'à écouter son murmure à travers le feuillage.
Langmuir qui coulait dans ses pensées était plus sain, plus magnifique que le cours qui sinuait là-bas, derrière les arbres, à 120 pas peut-être. Cet Langmuir-là ne se mêlait jamais debout. Les chariots de l'or, de l'ambre, de l'argent et des cosses de fées, etc. Et ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que non seulement, enfin, on n'apprend pas seulement que le royaume imaginaire de Platon s'appelle l'héritage, c'est ce que j'ai entouré en bas, et puis qu'il y a aussi un fleuve qui s'appelle Langmuir qui le traverse, mais on se trouve aussi immergé par la poésie d'un langage qui joue sur l'accès à la fois sensuel et spirituel aux choses, dans un monde qui apparaît soudain visuellement très riche. Et cet aspect sensuel se retrouve aussi chez Christelle Dabos, qui décrit beaucoup le rapport des personnages aux objets dans son monde. Et en fait, Dabos, sa protagoniste principale, Ophélie, vient d'une arche qui s'appelle Anima. Et sur Anima, la spécificité de cette arche, c'est que les objets sont animés. Et du coup, tous les habitants ont des pouvoirs en rapport avec ces objets. On peut les réparer ou bien les lire dans leur passé, etc. Et du coup, Dabos dit elle-même qu'elle a une écriture qui est en fait très animiste, où elle va beaucoup décrire les objets, comment on interagit avec les objets. Et donc, ça fait aussi partie de son world building, ça contribue finalement à donner vie à son monde. Et on touche ici à un point soulevé par Ursula Le Guin dans un essai de 1973 qui s'intitule « Du pays des elfes à Poughkeepsie ». Et Le Guin, dans cet essai, elle avance que l'enchantement que nous procurent les mondes imaginaires passe essentiellement en littérature par le style employé par l'auteur. Donc ici, dans les extraits que je vous ai mis, en fait, elle compare plusieurs extraits de fantaisie anglo-saxonne. Et là, c'est un extrait, je crois qu'elle ne donne même pas le nom de l'auteur. Son but, ce n'est pas de donner le nom, mais en gros, à gauche, vous avez l'extrait de base, ici traduit en français, parce que j'ai la version française de son essai. Mais l'idée, c'est qu'elle donne la version de base qu'on trouve dans le livre de fantasy. Et puis à droite, en fait, elle change juste 2-3 mots. Elle rajoute, par exemple, au lieu de dire juste qui menait au jardin, elle dit qui menait au jardin de la Maison Blanche. Et en fait, son idée, c'est de dire que ici, si on changeait juste les données encyclopédiques, eh ben, on aurait l'impression de se trouver dans notre propre monde. Parce qu'en fait, l'écriture elle-même ne nous amène pas dans un autre monde. Et après, voilà, elle compare avec d'autres auteurs, hein, avec Edison, Kenneth Morris et puis Tolkien. Elle montre comment leur écriture à eux, même si on changeait le nom des lieux, etc., ben on serait quand même dans un autre monde parce que le style a quelque chose d'enchanteur. Alors tout ça, ça nous rappelle que la médiativité de la littérature est avant tout une affaire de langage. Son outil plus fondamental est le verbe, avec V majuscule. En tant que médium scriptural et non iconique, le roman doit trouver des moyens de rendre visible par le langage ce qui ne peut être représenté par une image. C'est pourquoi l'écriture fantaisiste tend à employer des ressorts stylistiques à fort pouvoir imageant, tels que la description ou bien la caractérisation par analogie. Par exemple, je pense chez Dabos, certains personnages ont un pouvoir qui leur permet d'agir sur le système nerveux des autres gens et donc de leur procurer de la douleur. Et elle a appelé ce pouvoir les griffes pour nous donner visuellement une idée de comment ça peut fonctionner. Voilà, c'est comme si des griffes allaient toucher le système nerveux, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais on va essayer de visuellement représenter des choses qu'on est obligé de décrire, en fait. Et ces diverses stratégies langagières contribuent à colorer le monde, à le sortir de la position surplombante d'entité encyclopédique pour en faire quelque chose d'animé, de dense, de matérialisé. L'immersion du lecteur est ainsi encouragée, le langage médiant l'accès au monde, y favorisant un accès aussi bien sensuel que virtuel. La construction d'un monde secondaire passe donc à la fois par la distribution de données encyclopédiques concernant les infrastructures de base. Donc, pour rappel, infrastructure de base, j'entends géographie, niveau technologique, faune, flore, peuple, architecture, culture, biologie, etc. Toutes ces données vraiment de base.
Donc, la construction du monde passe à la fois par ces données-là et à la fois par leur traitement stylistique et langagier dans le texte. L'adaptation transmédiatique d'un univers pensé pour la littérature sera donc tributaire de cette double construction. Mais ça n'est pas tout. Comme le savent encore une fois les rôlistes, je continue avec ma comparaison rôlistique, il existe un autre niveau qui entre en compte dans le processus de world building, celui des règles qui régissent l'univers et qui déterminent ce qui peut ou non s'y dérouler en termes d'action et d'interaction des personnages, et donc la direction que peut y prendre une histoire. Alors, j'ai discuté de cet autre niveau dans le cadre d'un entretien que j'ai fait pour ma thèse avec Stéphane Plateau, qui est d'ailleurs rôliste, et lui qualifie ce niveau-là, il l'appelle le code du démiurge. Et ce code du démiurge englobe l'ensemble des règles et contraintes que le démiurge, donc le constructeur de monde, s'impose dans le fonctionnement de son monde imaginaire, que ce soit de manière consciente, par exemple dans le but de véhiculer une certaine vision du monde ou une idéologie, ou de manière plus inconsciente. Et ces contraintes, elles peuvent porter sur plusieurs aspects. Et là, je vous restitue une liste que m'a faite Stéphane Plateau lui-même. Par exemple, sur la mortalité, donc on aurait des questions de type qui peut mourir? Est-ce que les héros peuvent mourir dans mon univers? Est-ce que les enfants peuvent mourir? Si oui, de quelle manière? Est-ce qu'ils ont forcément une mort honorable? Ou est-ce qu'ils peuvent mourir d'une occlusion intestinale? Je crois que c'est l'exemple qu'il utilisait. Chance et destinée, quelle dose de chance un héros peut avoir? Est-ce qu'il peut mourir par malchance, comme dans Game of Thrones? Combat, est-ce que les combats peuvent résulter dans des blessures graves? Est-ce qu'un héros peut être mutilé au combat? Quel taux de mortalité on a? Est-ce qu'on a de ces batailles où à la fin, à peu près tout le monde s'en sort? Ou est-ce que la moitié, ou voire plus des gens meurent? Est-ce qu'un débutant qui vient de commencer à apprendre à se battre peut combattre un guerrier aguerri et s'en sortir? Déterministe versus libre arbitre, c'est la question de si les héros peuvent faire leur propre choix ou s'ils sont soumis à un destin. Hein. Est-ce qu'on est dans ce motif de l'élu? Est-ce que le héros peut décider lui-même? Est-ce qu'un mauvais choix entraîne des conséquences désastreuses ou est-ce que les choix finalement n'ont pas vraiment de conséquences? La guerre aussi, et là ce que Stéphane Plateau, ce qu'il entendait, c'était vraiment en fait finalement quelle représentation de la guerre presque on va donner. Est-ce que la guerre dans notre monde est épique, héroïque, ou est-ce que c'est sale, c'est sordide et sans honneur? La question aussi du bien et du mal. Est-ce que le monde est manichéen? Est-ce que les héros sont forcément bons? Est-ce que les antagonistes sont forcément mauvais? La magie, est-ce que la magie relève d'un système complexe? Est-ce qu'on doit payer un prix quand on fait de la magie? Est-ce qu'elle est bien vue, mal vue? Est-ce qu'on est dans une magie qui tient plutôt de la croyance ou est-ce qu'on est vraiment dans un système très presque scientifique de la magie? Les rapports sociaux, quel rapport les membres d'une famille entretiennent? Comment est-ce qu'on considère les femmes, les enfants? Quels sont les rapports de genre, par exemple? Et puis, la misère. Alors là, Stéphane Plateau se posait la question, par exemple, typiquement, est-ce que lui, il avait hésité, une de ses héroïnes, à la rendre laide, par exemple, parce qu'elle a été très pauvre à un moment. Alors que souvent, dans les mondes, on va avoir des représentations héroïques, de beaux héros. Donc, jusqu'où est-ce qu'on va, en fait, dans ce type de malformation ou bien d'apparence misérable. Et puis finalement, ce qu'il appelle l'anthropologie, c'est-à-dire quel niveau de connaissance les personnages ont, qu'est-ce qu'ils sont capables d'avoir comme pensée, comme réflexion, comme compréhension du monde qui les entoure, ou au contraire, qu'est-ce qu'ils sont incapables de penser en fonction, par exemple, de leur niveau d'éducation. Et puis, j'hésitais, pour ma part, à ajouter encore à cette liste, je pense qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait ajouter, mais j'hésitais à ajouter encore la question de l'évolution du monde, qui, à mon avis, est séparée de la question de la chronologie étant quand même faisant partie de ces infrastructures de base, on va dire, bon, voilà, en moins 360 avant
telle chose, il s'est passé cette guerre, etc. Mais la question de l'évolution vraiment des sociétés, est-ce que les sociétés évoluent dans le temps? Est-ce qu'elles étaient les mêmes il y a 50 ans qu'aujourd'hui? Par exemple, Jaworski, lui, il a écrit ses nouvelles et ses romans, ça se passe, sauf erreur, sur 1000 ans. Et très volontairement, il le dit, hein, les sociétés qu'il décrit n'évoluent pas pendant ces 1000 ans. Donc, c'est un choix, par exemple, qu'il a fait. Alors, ce code du démiurge, dont j'ai donné ici quelques exemples, pour Plateau, toujours, pour Stéphane Plateau, il implique en fait, pour le démiurge, de se positionner sur un curseur de réalisme, c'est-à-dire de déterminer si les règles implicites qu'il s'imposera viseront à émuler la réalité historique, sociale ou anthropologique de notre propre monde. Donc voilà, est-ce qu'on a un monde qui est plus ou moins réaliste en fait? Mais le réalisme en même temps n'est pas nécessairement la seule voie vers un univers qui soit cohérent et consistant. Par exemple, le monde de Davos n'est pas particulièrement réaliste. Alors, on peut discuter sur ce que signifie ce terme, mais c'est-à-dire c'est un monde assez absurde sur certains aspects, assez magique, mais pourtant, il est parfaitement cohérent. Et la cohérence, du coup, ne découle pas d'une logique externe de référentialité, mais d'une logique interne qui exige que le code que le démiurge s'est imposé, qui a supervisé la mise en récit de son univers, quel que soit ce code, soit toujours respecté. On voit donc que tout est étroitement imbriqué. Les différents niveaux de world building concourent tous activement à construire le monde imaginaire dans le texte, qui se présente comme le produit totalisant de cette maïeutique complexe. À cause de ça, un univers ne peut être adapté de manière optimale en occultant l'un ou l'autre de ces niveaux par une sorte d'opération chirurgicale. Alors, j'ai deux exemples. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer une adaptation satisfaisante d'Arda, le monde de Tolkien, dans laquelle les méchants gagneraient, les héros pourraient mourir sans honneur et le courage ne serait pas récompensé, où le ton serait ironique au lieu d'être épique, ou au contraire, comme me le faisait remarquer toujours Plateau dans cet entretien, est-ce qu'on pourrait imaginer une histoire qui se déroulerait à Westeros avec les mêmes noms de lieux, la même architecture, les mêmes systèmes politiques, etc., mais qui serait une histoire d'amour à la comédie romantique où tout le monde aurait son happy ending à la fin? Et la réponse est bien sûr, ou en tout cas a priori non. Ce serait en fait dénaturer les univers construits par ces deux auteurs. Et je te repasse la parole, Anne. Alors, je la reprends à la volée. Donc, Aliénor vient de vous montrer les apports de l'écriture dans la sélection et l'agencement des éléments encyclopédiques. Et dans l'autre sens, puisque moi je m'intéresse aux adaptations qui n'existent pas précisément pour les univers d'Aliénor, reprendre un bel univers très bien construit et très aimé n'est en rien la garantie qu'on va pouvoir y implémenter un bon récit inédit. Il ne suffit pas de reprendre les marqueurs d'un univers fictionnel et les jalons d'un récit pour avoir l'assurance d'adapter un cycle romanesque de fantaisie ou un univers d'une manière qui saura convaincre les publics, c'est-à-dire leur donner le sentiment de suivre une histoire intéressante et pour ceux et celles qui le connaissaient déjà, retrouver ce qui faisait le sel de leur lecture ou de leur première découverte. Je ne vous apprends rien, mais c'est ce que exemplifie de manière très spectaculaire deux ratages récents, celui des Animaux Fantastiques, donc projet d'expansion du Wizarding World de J.K. Rowling au-delà d'Harry Potter, dont j'ai parlé à Lausanne, pas plus tard que jeudi dernier, avec déjà Anne Duprat et Aliénor. Et de manière très similaire, celui de Rings of Power, donc la série tentative de franchisation de la Terre du Milieu au-delà des récits écrits par Tolkien y prenant place. Alors, dans les deux cas, bien sûr, c'est un mélange sur lequel je ne m'étendrai pas de contraintes institutionnelles, légales, de désir de combler des attentes supposées diverses et variées,
et d'une pression commerciale démente qui explique la lourdeur de tels projets, lourdeur de nature à handicaper tout développement un tant soit peu spontané. Mais ce qui frappe, c'est qu'on se retrouve dans les deux cas face à une superstructure de monde dont la nature parfaitement creuse saute aux yeux. On a de très beaux décors, j'en ai mis plusieurs, et de très beaux costumes, et des effets spéciaux pas mal du tout. Voilà, voilà. Genre, je vous en montre d'autres, hein. Tout ça va permettre, hein, les très beaux décors, les très beaux costumes et le beau niveau de détail va permettre au passage de produire de nombreux produits dérivés dans les deux cas. Et ça sert comme ça à faire flasher des bouts de monde. Mais c'est le village Potemkin, et c'est un peu ce qu'expliquait Aliénor avec ses niveaux de world building. Par exemple, la logique d'action des personnages au sein de ce monde, ce qui est censé lester les décisions qu'ils prennent dans le scénario d'une cohérence, hein, qui va nous convaincre, n'a pas été développée. Il y a bien des personnages, certes, souvent ils portent même des noms familiers, mais le monde apparaît cependant vide et dépeuplé. La recette qui est actuellement appliquée, elle a pour instruction principale, je sais, hein, c'est la métaphore du chaudron de Tolkien, donc on reprend des personnages, les mêmes à d'autres époques, hein, dans le cas de Tolkien qui a la chance d'avoir des elfes immortels, ou bien d'autres de la même famille, hein, dans le cas des animaux fantastiques, avec une assistance chaque fois frappante sur l'héritage, sur la généalogie. Donc reprendre des personnages et en parallèle étendre le monde. C'est ça l'idée dans les deux cas. Cette recette apparemment inratable, hein, où on a essayé, voilà, de prendre des paramètres du récit et de prendre des paramètres du world building, eh bien, elle produit pourtant dans les deux cas un gloobie-boulga absolument indigeste, c'est-à-dire à la fois trop répétitif dans sa part narrative, excusez-moi, je suis attaquée par mon chat, et en même temps trop vain dans ses grandioses ambitions démiurgiques. C'est-à-dire qu'à la fois, il se passe littéralement la même chose pour d'autres personnages, hein, que ce qu'on avait déjà eu l'habitude de rencontrer dans ce monde. Et en même temps, ça se passe dans de nouveaux décors très léchés, mais qui ne sont pas davantage explorés. Et je pourrais dire exactement la même chose de la troisième trilogie Star Wars, hein, qui, pareil, reprend exactement le même scénario en développant tout un tas de décors autour. Donc, ça me semble particulièrement lié, ce problème, au médium audiovisuel. Pour le coup, hein, autant, voilà, Aliénor parlait de l'aspect littéraire. Le médium audiovisuel, il est très fortement dépendant du rythme narratif et cependant, il n'a pas la possibilité de développer autrement qu'en arrière-plan la part proprement encyclopédique du world building, comme peuvent le faire les annexes de romans, comme peuvent se concentrer là-dessus les manuels de jeu ou les livres-mondes, comme peuvent aussi l'assurer les univers étendus, hein, dans le cas de Star Wars par exemple, où toute cette part de remplissage, hein, est assurée par une très large gamme de romans novélisés ou encore de comics. Dès lors, dans ces films et séries, hein, que j'ai pris comme exemple, la corrélation nécessaire entre raconter et construire le monde se défait. Donc des échecs d'adaptation, il y en a beaucoup. Alors ça peut sembler subjectif quand je le dis de cette manière-là, mais en fait aujourd'hui on a accès à de très nombreux commentaires en ligne, à des sites de ratings extrêmement développés avec beaucoup d'expressions d'évaluateurs. Bref, on a une expression généralisée des goûts qui me permet, dans une certaine mesure en tout cas, d'objectiver les miens. Ça n'est pas mon avis, c'est celui qui ressort d'une appréciation critique endogène. La question des chiffres d'audience, hein, qui sont très difficiles aujourd'hui à calculer sur les plateformes, étant un peu une autre question. Alors, il y a des exceptions, bien sûr, hein, où souvent on trouve la patte d'un auteur qui a déjà travaillé par ailleurs pour la télévision ou le cinéma et qui supervise sa propre adaptation en adaptant le récit au nouveau médium. C'est le cas de Neil Gaiman, pas sur American Gods, mais sur De Bons Présages et sur Sandman, ou dans une moindre mesure de George Martin, associé au travail sur la série HBO. Et l'autre option, hein, par exemple, dans le cas de Shadows and Bones, de Arcane, voire de The Witcher, on a affaire à des récits qui explorent
assez librement un monde déjà très riche et qui semble pouvoir le refaire autant que besoin. C'est-à-dire qu'il ne propose pas un récit unique et qui n'évolue pas avec la plus grande précaution dans un monde déjà figé et donc paradoxalement fragile. Autrement dit, c'est davantage, là encore, le modèle du jeu de rôle qu'Aliénor a largement rappelé, qui fonctionne. La richesse de la fantaisie, de son world building, la richesse du world building de fantasy est une réalité, mais elle réside dans son potentiel d'appropriation suscité par l'articulation entre un genre et une écriture, qui suscite un désir de prolongement pluriel. C'est ça qui fait sa différence et c'est ça qui fait sa résistance à un certain type d'adaptation audiovisuelle. Je vous remercie.